Bonjour, je suis très heureux, Emmanuel François, président de la DG Forest, très heureux d'être ici euh, pour parler d'un sujet très concret qui est la gouvernance des données dans le cadre des boucles locales d'énergie et l'importance du jumeau numérique par rapport à ce type de projet. Mais tout d'abord, je voudrais faire une petite introduction en rappelant qu'il y a un an, jour pour jour, avec justement Laurent Schmitt, ici présent, président de Digital for Grids, et Jérémy Bellec, président de Spinalcom. Il y avait également Christian Rosier qui était présent. On avait lancé justement cette association, la gouvernance des données, de la Data Governance Alliance for Smarter Citizens, autour justement de la problématique énergétique. Depuis est né un projet sur l'Oise dont on va vous parler, un vrai projet concret pour illustrer cette problématique de la gouvernance des données. Il y a un an, on a créé cette association parce qu'on avait une vision comme quoi aujourd'hui, si on ne se soucie pas de la gouvernance des données, dans un monde où effectivement la donnée est omniprésente, on ira effectivement, on sera sans doute dans une impasse. Une impasse parce qu'effectivement, tout part de la donnée. Tout part de la donnée. Vous, vos données personnelles, mais également les entreprises, les villes. Comment, par exemple, un maire d'une grande ville peut-il avoir une politique publique s'il n'a pas accès aux données énergétiques, aux données de mobilité, aux données d'occupation des espaces, aux données de santé? C'est impossible. Il est aveugle. Eh bien aujourd'hui, ce qu'on va vous montrer, c'est que ce sujet, il est très concret, notamment dans le cadre de l'énergie. Mais pas que. Et on va expliquer aussi pourquoi ce n'est pas que l'énergie. C'est l'eau, c'est les espaces, c'est la santé, c'est vos données personnelles. Mais l'énergie est vitale aujourd'hui. On ne peut pas effectivement... On voit bien qu'on a des vrais soucis énergétiques en France et dans le monde, à la fois pour la décarboner, mais également pour répondre à l'électrification des usages, les véhicules électriques, la suppression de plus en plus des chauffages carbonés. On va vers des pompes à chaleur. Tout ça, ça va consommer beaucoup d'énergie, avec des appels d'énergie qui vont être de plus en plus importants. Mais comment, d'un côté, avec des centrales nucléaires, pouvoir adapter la production à la consommation? Ça ne peut plus marcher. Il faut inverser les choses et adapter la consommation à la production. Et pour ça, effectivement, il faut avoir une maîtrise à la fois des ressources disponibles, énergétiques, mais également connaître de la manière la plus fine possible les usages. Vous, par exemple, quand est-ce que vous aurez besoin de votre chauffe-eau? Vous, madame, quand est-ce que vous aurez besoin de recharger votre véhicule? Vous, monsieur, quand est-ce que vous aurez assez d'énergie pour alimenter vos radiateurs électriques? Et comment, effectivement, les alimenter? Parce que vous aurez mis soit une batterie, soit vous utiliserez votre véhicule. Mais tout ça, si vous voulez, il faut l'organiser, il faut l'orchestrer. L'orchestrer au niveau d'un bâtiment, mais l'orchestrer au niveau d'un quartier. Et l'orchestrer même au niveau d'une région. Alors je suis très heureux, pour illustrer ça, de faire appel d'abord à Jean-Marc Porche, qui est architecte et qui, il y a un an également, m'a tapé sur l'épaule dans un café en me disant « Emmanuel, si tu lances ton association Data Governance Alliance, je veux être le premier membre, parce qu'effectivement, ce sujet est essentiel. Et je le vois sur le projet que je mène dans l'Oise, sur des boucles locales. Si on n'arrive pas à avoir cette gouvernance des données, on aura un système qui sera antidémocratique. Un système qui ne respectera pas l'équité sociale. Et il va vous l'expliquer. Et puis qui sera effectivement peu intelligent. Laurent Schmitt, président de Digital for Grids, qui est aussi actif à la Commission européenne sur des projets européens de pilotage énergétique. Et il va vous dire ce qui se fait en France, en Europe, et il va vous exposer aussi ce projet. Et puis, Jérémy Bellec, qui est
président de Spinalcom, une société que tu as créée il y a 10 ans à peu près. Et on se connaît depuis 10 ans. Et qui va vous parler notamment de l'importance du jumeau numérique pour piloter un bâtiment, pour adapter au mieux le pilotage énergétique aux services, aux usagers, et puis pas que le pilotage énergétique, le pilotage tout court pour avoir un bâtiment qui ait un taux de service optimal tout en respectant la qualité de service. Alors, tout d'abord, Jean-Marc, je t'appelle à venir ici. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet dont tu m'avais parlé il y a 1 an et qui maintenant devient une vraie réalité, un projet de boucle locale d'énergie au niveau de l'Oise, et en quoi effectivement le sujet de la gouvernance des données est important. Je te laisse la parole. On passe au slide d'après alors. Ouais, je sais pas. Commence. Bonjour à tous. Alors, en fait, la réflexion, tout à l'heure, on a dit que nous sommes architectes. Comme ça passe ? Ouais. Dans vos métiers, enfin en général dans le numérique, quand on parle d'architecture, on parle d'autre chose que notre métier. Nous sommes architectes urbanistes, c'est-à-dire que nous construisons des bâtiments et nous aménageons l'espace. Et en fait, la question pour nous est née il y a à peu près 2 ans, pas tout à fait, au moment où le prix de l'énergie a monté en flèche, et où en fait très rapidement on s'est aperçu que ça détruisait d'une certaine façon les territoires parce que les communes mettaient les piscines, fermaient les piscines, mettaient les classes à 18 voire à 15 degrés et les gymnases ne fonctionnaient qu'à moitié. Donc c'était une déstructuration de l'espace public et une déstructuration de l'aménagement du territoire. Donc très vite on s'est, nous en tant qu'architectes et urbanistes intéressés à la problématique de la rénovation énergétique. Et quand on parle de rénovation énergétique, ça je vous parle d'il y a un peu plus d'1 an et demi, on a très vite abordé le sujet en disant la rénovation énergétique, elle pourrait se réfléchir sur 4 thèmes différents qui sont les usages. Et on va voir très vite que si on veut analyser les usages, il faut bâtir des données et un jumeau numérique pour suivre ces usages. Le deuxième point, le deuxième pilier, c'est effectivement le bâti. C'est-à-dire que si on vit sous une tente, on ne vit pas de la même façon énergétiquement que quand on vit dans un immeuble ou dans une grotte. Donc ça, c'est le bâti. Le troisième élément de réflexion sur la rénovation énergétique, c'est le mix énergétique. On est en France avec des tout quelque chose, du tout électrique, du tout gaz, du tout quelque chose, toutes les générations ont inventé un tout quelque chose. Et donc nous disons, nous, que si on veut avoir de la résilience territoriale, il faut inventorier toutes les énergies disponibles. Et quand on a parlé de mix énergétique, on est assez naturellement arrivé à la thématique de l'énergie renouvelable produite localement. Ça, c'est un travail que nous avons fait dans le sud de l'Oise, puisqu'on est installé dans le sud de l'Oise, avec les communautés de communes qui sont autour, et des associations d'entreprises. Oui. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai croisé totalement par hasard Emmanuel. J'écoute son discours avec quelqu'un que je ne connaissais pas, et je ne connaissais pas Emmanuel, et j'entends son texte sur « il faut gérer les données, il faut apprendre à les gérer ». Et en fait, c'était exactement là où on était arrivé, nous, dans notre réflexion d'aménagement du territoire et de gestion des bâtiments et des usages, c'est nous allons créer des données, et si nous ne gérons pas ces données, eh bien, ça sera du n'importe quoi, et surtout, certaines officines mal intentionnées pourraient récupérer ces données pour faire des choses dont on n'a pas envie territorialement et de manière citoyenne. Voilà, ça c'est notre point de départ. Et très vite, en fait, comme il y avait cette pression sur le prix de l'énergie, en fait, c'est le volet création de l'énergie renouvelable locale qui a monté. Et on a eu des municipalités, des maires qui nous ont dit « mais si vous faites ça, nous, ça nous intéresse ». Et donc, le premier élément, c'est cette commune de Coix-la-Forêt. Pour ceux qui ne connaissent pas le sud de l'Oise, on est dans la communauté de communes de Chantilly. Voilà, ça vous précise un peu où on est. On est dans une petite commune. On vous a mis une photo là, magnifique au bord d'un étang. C'est Coix-la-Forêt, ça ressemble à ça, effectivement. On est dans les villages français très agréables et avec un côté villageois.
On a travaillé depuis. Alors, une fois que j'ai eu tapé sur l'épaule d'Emmanuel, on est rentré dans l'association. J'ai rencontré Laurent Schmitt. Et là, du coup, on a bâti pour la commune de Coix le sujet de cette boucle énergétique d'autoconsommation collective. On va passer au stade suivant. Oui, parce que c'est un vrai. Non. Mais effectivement, c'est devenu un projet de taille, d'une grande envergure, puisque a priori c'est presque un projet, une première en Europe, enfin en France et voire en Europe. Mais justement, il faut que tu nous l'expliques. Alors, bon, je pense que tout le monde ici sait à peu près ce que c'est qu'une boucle d'autoconsommation collective. On a 3 courbes. Ça ne se voit pas forcément très bien, mais on a 3 courbes qui sont en train de se croiser, c'est-à-dire le prix de l'énergie en général, et c'est pour ça que ça peut marcher maintenant, et puis les capacités technologiques, et donc par voie de conséquence, le prix de l'énergie produite localement. Tout ça, ça commence à se croiser, et donc on arrive à un moment donné où ça devient rentable. Et c'est pour ça qu'on a parlé de cet élément-là. Boucle énergétique, quand on a découvert le site de Coix, on est parti de la commune qui avait réfléchi à installer du photovoltaïque sur ses toitures. Mais c'est une petite commune, si on additionne toutes les toitures potentielles, on arrive à 200 kW crête, 300 kW crête, 500 kW crête si on va tirer les bâtiments les plus compliqués. Et donc ça ne nous amenait pas loin. Très vite, on a embrayé avec des particuliers qui voulaient s'équiper en photovoltaïque, mais on sait bien que chaque fois qu'on rajoute 6 kg dans une boucle, pour faire de la masse, il faut en avoir plus. Et puis, c'est rajouté très vite un propriétaire foncier qui a dit, mais moi, ça m'intéresse et je pourrais vous mettre à disposition 1, 2, 3 hectares pour le faire. Et très vite, on était en capacité donc de monter une boucle jusqu'à 3 MW crête, qui est le maximum qui est autorisé aujourd'hui en ce moment par la réglementation. 3 mégawatts, ça correspond à combien à peu près de consommation de logement? Alors, sur la commune de Coix, il y a 1800 foyers. 1800 foyers avec une boucle de 3 mégas. Il nous en faudrait 3 pour couvrir les besoins des 1800 foyers. Voilà, ça vous donne un ordre de grandeur. Ça veut dire qu'avec une boucle de 3 mégas, on peut embarquer les bâtiments communaux, les commerçants de la ville et puis un tiers, on va dire, des habitants. Voilà. Je vous ai mis cette petite carte. Je ne sais pas si vous voyez les noms des villes. Donc on est au sud de Chantilly et au sud-ouest de Senlis. Vous avez dans le petit élément qui rejoint les 3 cercles, en fait, c'est la commune de Coix. Et donc, avec la proposition qui nous est faite par le propriétaire foncier, on pourrait aller jusqu'à 3 boucles, c'est-à-dire les 3 fois 3 MW crête, sachant qu'on est enfermé, et par contre, depuis le 19 septembre 2023, on a maintenant la possibilité de définir la taille des boucles. Donc une boucle, c'est des producteurs et des consommateurs, et la loi disait jusqu'à présent, ces producteurs et ces consommateurs devaient être enfermés dans un périmètre. Chacun de ces membres ne pouvait pas être à plus de 2 km du suivant. Depuis le 19 septembre, l'INSEE a classé les communes et donc on a des boucles qui peuvent être à 2 km quand on est dans une grande ville. Et puis après, sur des communes périurbaines, on peut monter à 10 km. C'est les 2 cercles bleus que vous avez sur le schéma qui est là parce que ça touche des communes qui sont classées dans cette catégorie périurbaine. Et puis après, la boucle verte, c'est les catégories rurales et on peut aller jusqu'à 20 km. Donc ce phénomène qui est lié directement aux décrets d'application qui ont été mis en place pendant l'année 2023 permet en fait de travailler les 3 mégas et de ne pas être enfermé sur la commune de Coix-la-Forêt. Si on n'était que sur la commune de Coix-la-Forêt, en fait, faire 3 mégas, ça serait bien trop important. On ne pourrait pas viser des taux d'autoconsommation importantes. Et parce qu'on peut étendre le périmètre, on peut aller chercher d'autres consommateurs. Alors, une fois que tout ça s'est dit, on a travaillé avec la commune pendant 7 ou 8 mois. Au bout de 8 mois, il a été clair que la commune ne pouvait pas porter un projet comme une boucle d'autoconsommation collective à elle seule parce que
on est dans un cadre industriel avec un risque industriel de financement. Donc la commune nous a demandé en fait de leur proposer un schéma de réflexion sur que pouvait être une boucle d'autoconsommation collective sur leur territoire. Et donc avec un fonds financement participatif. Alors, ça fait partie effectivement des éléments de recherche de financement. On parle d'investissement entre 2 millions, 3 millions et avec la présentation et les propositions que l'on fait avec Laurent Schmitt, on va passer à 6 ou 7 millions d'investissements globalement. Donc effectivement, il faut trouver du financement et une idée, c'est de trouver des financements participatifs. Pour ce faire, on a monté une structure, on est en train de monter une structure avec la société Serenison qui a une expérience sur le domaine des boucles d'autoconsommation collective ouvertes et donc on s'associe avec eux pour déployer ça dans l'Oise. Le projet d'amorçage, je vous l'ai dit, c'est quoi la forêt? L'idée, c'est de faire de la production photovoltaïque locale et on va partager avec les bâtiments communaux, les logements de particuliers, les commerçants et les artisans. Ça, ce sont les habitants, les administrés de quoi? Et on va aller chercher d'autres consommateurs sur les territoires étendus, hein, versus les cartes que je vous ai présentées. Et par exemple, il y a une piscine intercommunale qui se trouve sur la communauté de communes de Chantilly, qui est un consommateur très important d'énergie, et donc on va pouvoir imbriquer là-dedans. Donc c'est la constitution de la communauté en fait des producteurs et consommateurs. Les principes que nous proposons, en fait, c'est un principe qui associe des consommateurs en disant que la proposition que l'on va faire tarifaire sera une proposition inférieure à ce que l'on peut trouver aujourd'hui sur le marché. Aujourd'hui, on est à 251 € le mégawatt crête, 25 centimes, on va dire, le kilowatt. Et l'idée, bien sûr, si on veut que ces boucles prospèrent, c'est de donner un tarif inférieur. Mais ceci tout en garantissant aux investisseurs une rentabilité suffisante. Et ce qu'on a démontré, c'est que c'est possible aujourd'hui versus les courbes que je vous ai montrées tout à l'heure d'inflexion entre le prix du marché qui monte et les coûts de production qui baissent. Bien sûr, ceci ne peut se faire que dans une réflexion de pérennité des installations. Ça ne servirait à rien de monter quelque chose et puis une fois que c'est installé, de dire à la commune bah, débrouillez-vous avec vos administrés. Il faut qu'il y ait une structure support qui soit là au démarrage et puis ensuite à la maintenance et à la gestion parce qu'on est vraiment dans une réflexion industrielle où on va avoir un producteur et puis 10, 15, 20, 500. On en est à peu près à ça dans le projet qu'on va vous présenter ensuite. On va avoir 500 utilisateurs, donc une véritable gestion tarifaire et de facturation. Et bien sûr, tout ça, ça ne marche qu'avec une gouvernance parce qu'une fois qu'on produit de l'énergie renouvelable, on produit une certaine quantité, mais c'est fluctuant suivant l'année, c'est bien évident. Donc il va falloir comment est-ce qu'on partage l'énergie. Et comment est-ce que l'on va répartir la valeur du gain industriel que l'on va mettre en place. Sachant que dans ce projet, il y a du stockage. Alors, ça, c'est la troisième partie en fait de notre travail. C'est que on a mis en avant en fait qu'on avait 3 niveaux d'optimisation. On parle du photovoltaïque comme ça se faisait jusqu'à il y a 2-3 ans, où en fait un producteur installé sur son toit est autoconsommé, mais ça devient rentable aujourd'hui, mais on peut faire beaucoup mieux. Et donc on propose 3 niveaux d'optimisation. Un premier niveau d'optimisation qui concerne la boucle elle-même, c'est-à-dire qu'on va assembler des consommateurs qui vont avoir des profils de consommation les plus différents possibles pour augmenter l'autoconsommation sur le site. Ensuite, on propose un deuxième niveau d'optimisation en travaillant les notions de flexibilité et en intégrant du stockage fixe et du stockage de l'électromobilité, hein, les batteries des voitures embarquées. Pour ce faire,
on l'espère en tout cas, on a déposé un dossier de candidature auprès de la région Hauts-de-France qui est très intéressée par ce postulat, et on va embarquer la région avec nous, à nos côtés, pour développer ça. Et puis, en second temps, on a, à partir d'un jumeau numérique, la conviction qu'on aura ce qu'on peut appeler une optimisation secondaire, c'est-à-dire qu'il va y avoir un effet pédagogique puisqu'on va donner des informations au jour le jour en fait aux occupants. Donc ils vont retravailler logiquement leurs usages, et en retravaillant leurs usages, ils vont améliorer l'utilisation de l'énergie. Ça, c'est un premier mode d'optimisation secondaire. Et un deuxième mode, c'est qu'on va travailler les notions de flexibilité et de saturation des réseaux amont, en proposant en fait des systèmes où on va équilibrer les réseaux. Donc c'est effectivement en mettant en place des systèmes, ça c'est voilà. Et ça, Laurent qui va en parler. Exactement. Ce que je veux souligner, c'est que vous allez jouer sur les fluctuations tarifaires. Absolument. C'est là où effectivement on arrive aussi à avoir un modèle économique qui est viable. Voilà. Donc ça, c'est le travail que l'on a lancé. La première boucle, la municipalité de Coix nous a confié ce travail, et aujourd'hui, on est en train de prendre contact avec l'ensemble des communes, enfin l'ensemble, un certain nombre de communes sur le territoire, pour faire tache d'huile en fait et promouvoir ce type de réflexion. Et donc ça s'adresse en fait, on est dans un mode de réflexion qu'on va appeler citoyen, puisqu'on parle à la fois aux collectivités, à la fois aux citoyens, aux propriétaires qui vont avoir la thématique de la réglementation qui arrive, d'avoir l'obligation d'installer du photovoltaïque sur les bâtiments, les grands bâtiments, et sur les parkings de grande taille. Et puis aussi, parce qu'on est dans l'Oise et parce qu'on a beaucoup d'agriculteurs autour de nous, on a des possibilités. On est en dialogue aujourd'hui avec des agriculteurs qui se posent la question. Ils faisaient de l'autoconsommation patrimoniale précédemment, et maintenant ils se disent comment est-ce que je peux améliorer, sachant que les prix, les tarifs obligatoires de rachat sont en train de baisser. On n'est plus qu'à 11 centimes le kilowattheure là depuis un mois maintenant, et la logique c'est qu'on arrive à 9 centimes assez rapidement, voire peut-être moins, on ne sait pas. La boucle permet de rentabiliser mieux tous ces éléments. Grâce au stockage, comme on l'a expliqué. Exactement. Et donc, ce qu'on propose de donner la parole à Laurent, qui va justement nous expliquer en détail comment ça fonctionne de manière technique et organisationnelle. Et puis aussi, il va parler de la rentabilité du projet, parce que ce n'est pas forcément simple, de la place de l'intelligence artificielle dans ce projet, et bien sûr du jumeau numérique, et bien entendu, la place de la gouvernance des données. À toi. Donc merci de nous inviter aujourd'hui à faire la présentation de ce beau projet qui a démarré, comme l'a dit Emmanuel, il y a 1 an, dans le cadre du groupe thématique énergie et carbone de la DGA, dans lequel on s'était fixé pour objectif, d'anticiper l'évolution du cadre européen, tant lié à la donnée et à l'énergie, et essayer de travailler en mode d'anticipation de ce cadre réglementaire et faciliter le déploiement de territoires pilotes pour tester la faisabilité de ce nouveau cadre réglementaire, le nouveau market design énergétique européen dont on entend parler. Et du fait de ma forte implication sur ces nouvelles réglementations, je me suis dit que c'était intéressant à l'échelle territoriale d'essayer de tester la faisabilité de ces concepts. Donc je pense que vous avez compris, une boucle locale d'énergie, c'est finalement un mini-système énergétique à l'échelle d'une collectivité locale qui permet d'échanger des blocs d'énergie entre usagers de différents types de bâtiments résidentiels, tertiaires et éventuellement des infrastructures de charge de véhicules électriques, qui permet aussi d'auditer très finement l'empreinte carbone de ces différents usages, et d'assurer finalement une intégration des énergies renouvelables en circuit court. Donc en priorité, la boucle locale d'énergie consomme l'énergie renouvelable locale disponible dans la collectivité et donc minimise l'impact sur le réseau électrique. Donc l'avantage est multiple. D'un côté, on a l'avantage de coût, comme l'a dit Jean-Marc. De l'autre côté, on a l'avantage côté réseau parce qu'on ne sature pas le réseau de transport et de distribution. Et enfin, on a aussi l'avantage de consommer du renouvelable, donc de faire baisser l'empreinte carbone. Et là, on voit bien qu'il y a un enjeu de communication, d'échange de données, puisqu'on va s'échanger des blocs d'énergie, des kilowattheures,
qui auront différents prix, qui fluctueront dans la journée en fonction de la tarification du surplus du photovoltaïque. Et qu'est-ce qui va séquencer et orchestrer ces échanges de blocs d'énergie? C'est la donnée. Donc là, effectivement, on est au cœur du sujet de DGA. Donc, on a travaillé avec Jean-Marc sur le périmètre de l'opération. Donc ça consiste en quoi? On s'est dit tout de suite, il faut aller chercher la boucle d'énergie 2.0. Il y a beaucoup de boucles d'énergie 1.0 qui se développent en ce moment. Je crois qu'il y a à peu près il y a plus de 500 projets en France. La particularité de ces premiers projets, c'est qu'on est systématiquement dans des scénarios de déficit de renouvelables. Donc c'est assez facile. Finalement, il n'y a pas de contrainte de congestion, de surabondance d'énergie renouvelable. Et avec Jean-Marc, on s'est dit, avec tout ce qui est en train d'évoluer en termes de réglementation énergétique sur la loi d'accélération des énergies renouvelables, on va très vite se retrouver dans un scénario de saturation. Et on a donc envisagé un écosystème autour de la ville de Coix où on est vraiment dans un scénario de saturation, puisqu'on a plus de 3 MW crête de solaire. Donc vous allez voir dans le jumeau numérique qu'on a mis en place, on voit clairement qu'il y a des périodes dans la journée et dans les saisons dans lesquelles il va y avoir des gros surplus de production. Donc le sujet clé, c'est de trouver les flexibilités à l'échelle de cette communauté. Donc là, on le voit, on n'est pas dans un écosystème et dans un système digital unique, fermé, avec un seul acteur qui gère tout ça. On est dans un système où on a une fédération d'acteurs, une orchestration d'échanges entre l'opérateur de réseau de distribution, Enedis, entre des agrégateurs de flexibilité qui sont eux à même de racheter le surplus disponible dans certaines périodes de la journée, et ensuite des équipements qui sont diffus dans les bâtiments, comme des équipements de sous-comptage temps réel, puisqu'il faut qu'on ait accès à l'information de ce qui se passe minute par minute. Des équipements de stockage, on en a entendu parler, le plus simple pour faire de la flexibilité, c'est d'avoir du stockage, parce que là, on ne perturbe pas l'usage. Mais comme l'a dit Jean-Marc, l'idée, ce n'est pas de rester que sur du stockage, c'est d'aller chercher ensuite la flexibilité de l'usage. Et dans notre cadre, on s'est dit qu'on allait en particulier anticiper la pénétration du véhicule électrique dans ce territoire, avec une accélération exponentielle, comme on le voit dans ce type de territoire, puisqu'on est sur des maisons individuelles où c'est relativement facile de charger. Et on s'est dit, anticipons finalement ces déploiements-là avec des véhicules électriques chargés de manière classique, monodirectionnelle, mais en anticipant l'évolution attendue à partir de 2025-2026, où chaque véhicule électrique va devenir bidirectionnel, où on va pouvoir utiliser la batterie du véhicule, pas juste pour rouler, mais aussi pour optimiser l'usage de son énergie à l'échelle de sa maison et à l'échelle de la collectivité. Ce qui nécessite donc d'avoir des bornes de recharge bidirectionnelles. Tout à fait. Donc je représente un petit peu de publicité ici, la société qui s'appelle Decibel. On travaille avec Decibel qui fournit une station énergétique résidentielle de nouvelle génération qui permet d'intégrer du solaire avec de la charge bidirectionnelle de véhicules électriques et surtout de trader en temps réel le surplus d'électricité avec l'écosystème qui est autour, la boucle locale d'énergie, voire le grand système à la maille nationale au travers des agrégateurs de flexibilité. C'est important ce que tu dis parce qu'en fait, aujourd'hui, on voit qu'il y a des investissements massifs qui sont faits sur les bornes de recharge, alors que dans 2 ans, on va parler de bidirectionnalité, donc effectivement, il faudra faire de nouveaux investissements. S'il y a des maires dans la salle, j'espère qu'ils t'entendront. Donc le point important, c'est si vous déployez des équipements de recharge, pensez au minimum à la charge intelligente, donc la connectivité de cette infrastructure avec la boucle locale d'énergie. Et si vous l'êtes en anticipation des technologies à venir dans 3 à 4 ans, réfléchissez à la bidirectionnalité parce que ça va vous inviter d'installer des batteries dans des bâtiments qui correspondront à un double usage et qui ont aussi un impact environnemental puisque ça correspond à du lithium qu'on mobilise, alors que si on le met dans une batterie, dans une batterie de véhicule, il est utilisé pour 2 usages. Donc c'est bien ça qu'on va chercher. Donc un gestionnaire de communauté énergétique avec Serenison, des acteurs qui représentent la charge du véhicule électrique, une infrastructure de charge, des particuliers, un ensemble de batteries et de stockage qui représentent des solutions de flexibilité, et finalement un système central qui gère le pilotage des flexibilités dans la boucle avec son jumeau numérique qui calcule en temps réel, toutes les minutes, l'équilibrage énergétique de cette boucle en fonction de la tarification dynamique de l'électricité. Toutes les minutes?
on reviendra sur le temps réel après, si vous voulez. Mais, Quand on a commencé avec Jean-Marc, on s'est dit, ouais, en fait, c'est pas si compliqué que ça, etc. Puis au fur et à mesure qu'on a construit le jumeau numérique, on s'aperçoit que le calcul est pas si simple que ça à faire. Et surtout, si on ne va pas suffisamment dans le détail dans ce calcul, on en tire des conclusions hâtives du style, il n'y a pas de business model, il n'y a pas de modèle économique sur le stockage ou sur la gestion bidirectionnelle de véhicules électriques, c'est faux. En fait, il y en a un, mais par contre, ça nécessite une analyse de données beaucoup plus fine que ce qu'on peut le faire avec, on va dire, des cotes mal taillées, si je puis dire, dans le domaine de... Juste, oui. Parce que là, je voyais dans le stockage, Oui. tu as parlé de décibels, mais je vois aussi de lancers. Oui. Tu vas en parler peut-être après, non? Tout à fait. On s'est dit qu'on voudrait, justement, on ne voulait pas se limiter à un seul type de technologie. On voudrait tester différents types de flexibilité, différents types de stockage. Donc on a le stockage à partir du véhicule, comme on l'a dit. On a un stockage stationnaire classique qu'on répartit dans des bâtiments et des maisons. Et on a des stockages innovants. La société Lancet, par exemple, est une société qui en fait des radiateurs électriques qui intègrent des éléments de stockage dans le radiateur. Et donc on s'est dit, encore une fois, l'objectif du projet, Jean-Marc l'a bien dit, c'est d'être un projet ouvert, un projet interopérable. Il ne s'agit pas de forcer au travers de la boucle énergétique une seule technologie, un seul système d'information. Il s'agit au contraire d'intégrer, de fédérer, d'orchestrer, et donc tout ça au travers de données, au travers de standards et au travers de couches de sécurisation, en particulier sur les aspects liés à la protection de la donnée, parce qu'on a beaucoup de données qui sont des données individuelles dans cet écosystème. Il y a beaucoup de résidences individuelles. On vise à peu près 500 usagers finaux. Et donc là, on est face à des données qui sont temps réel plus individuelles, ce qui signifie extrêmement confidentielles. Donc il faut les protéger. Donc ce jumeau numérique, on a commencé à le travailler. On l'a travaillé dans deux échelles. Une échelle qui est une échelle de planification. Donc c'est un jumeau numérique d'investissement, puisqu'on avait face à nous des gens qui disaient il n'y a pas de modèle économique, pourquoi mettre du stockage? On peut continuer à faire les boucles 1.0 comme on les faisait jusqu'à présent. Nous, au contraire, on était en anticipation de la tarification de l'électricité, etc. On s'est dit il nous faut un modèle plus fin. Donc déjà avoir un modèle fin économique de toutes les transactions qui se passent à cette échelle-là. Et l'objectif, c'est d'utiliser le même jumeau numérique dans un environnement opérationnel pour permettre une gestion minute par minute de l'optimisation des transactions, de tout ce qui se passe à l'échelle de la maille locale. Donc là, vous voyez l'architecture, où vous avez une architecture assez classique, Edge et multi-cloud. Dans le cloud, on est dans une architecture orchestrée, avec une orchestration temps réel, basée sur des standards issus principalement de l'IEC, 62746, si vous connaissez un petit peu ces standards-là. Et finalement, côté Edge, on s'interface avec des capteurs qui, eux, utilisent des interfaces ouvertes, donc différents types d'interfaces, MQTT, OCPP, suivant le type d'équipement S2, pour permettre une gestion et une interaction directe, dynamique, avec les différents équipements. Donc ça, c'est la vision, la cible du système, on n'en est pas encore là. Pour le moment, est dans la phase de construction, de planification économique, dont la première étape du jumeau numérique, c'était de faire les calculs économiques. Donc comment est-ce qu'on a fait ce calcul économique? Premièrement, on a fait une cartographie des usages. Donc comme l'a dit Jean-Marc, on voulait un système de taille critique. Donc on s'est dit on va regarder un truc avec à peu près 500 usagers. Et on a fait finalement une cartographie des usagers. On a identifié des personas, on a fait un petit peu de marketing. Et on a finalement distingué des maisons avec du chauffage électrique, du gaz, du véhicule électrique, des pompes à chaleur, etc. Et pour chaque profil, on a identifié, on va dire, une série et des jeux de données qui permet de caractériser le profil d'usage de ce client en particulier et de valider le modèle économique associé à l'investissement éventuel de stockage et de solaire associé à cet usage-là. C'est énorme. À partir de ça, on a fait une simulation des échanges énergétiques à la grosse maille. Donc là, vous le voyez, on a analysé quelle est la provenance de l'électricité consommée. Est-ce qu'elle vient plutôt du réseau, du photovoltaïque et du stockage? Donc il a fallu analyser finalement quelles sont les grandes échelles, les grandes ordres de grandeur. Donc vous voyez que même si c'est une communauté énergétique avec beaucoup de solaire, on n'est pas du tout encore indépendant. On a besoin du réseau dans les phases d'hiver, en particulier quand il n'y a pas de solaire.
Donc il y a 4500 MWh qui resteront fournis par le réseau électrique. Et on va chercher 1700 MWh à partir du PV diffus dans la communauté et une utilisation de la batterie sur 500 MWh. Et vous voyez que finalement, le productible, il est lui en grande partie consommé, 1700 MWh, comme je l'ai dit, mais il est aussi en grande partie, on va dire à peu près un tiers, réinjecté dans le réseau électrique. Et donc là, le modèle économique à trouver, il n'est pas seulement au niveau du rachat à l'échelle de la boucle, mais il est au niveau du rachat et de la monétisation du surplus dans le système énergétique d'ensemble. Donc on a bien une optimisation globale à réaliser. On est allé une étape plus loin, on a fait une analyse de la variabilité infrajournalière de la consommation vis-à-vis de la production solaire et du stockage. Et ça, on l'a fait sur différentes saisons, printemps, été, automne, hiver, pour aller dans une simulation économique suffisamment fine et trouver des modèles économiques liés au stockage et à la flexibilité. Et là, la conclusion elle est absolument claire. Le stockage ne fonctionnera pas en termes de modèle économique si on se limite à une seule source de revenus, c'est-à-dire la boucle seule. Et il faut combiner ça avec d'autres sources de revenus, comme l'effacement, comme la flexibilité, les marchés de flexibilité à mettre en œuvre au niveau des réseaux de distribution. Enedis, par exemple, travaille sur des nouveaux designs de marchés de flexibilité. Et c'est seulement en combinant les revenus potentiels de l'ensemble de ces services qu'on trouve un modèle économique. Et le modèle économique est là. Je tiens à le dire, parce que quand on a démarré ce projet il y a un an, on avait 95% des gens qui nous disaient « vous êtes des fous, le stockage ça passe pas, il n'y a pas de modèle économique ». Non, c'est pas vrai. Quand on regarde le profil du prix dynamique actuellement infrajournalier, il y a des vrais modèles pour la flexibilité, sauf que les gens ne sont souvent pas capables de les analyser suffisamment finement au travers du jumeau numérique. Et là, on a fait la preuve que c'était bien le cas. Et donc là, on essaye de trouver les financements nécessaires dans les semaines qui viennent pour démarrer l'implémentation de ce très beau projet. Laurent, juste pour ceux qui ne sont pas vraiment au courant, à peu près c'est quoi le delta entre le pic, le prix pointe et le minimum qui est négatif d'ailleurs? Ça dépend beaucoup des saisons. Ça dépend de est-ce qu'on est plutôt au printemps, etc. En ce moment, ça se situe entre la période où vous avez du solaire entre midi et 2, vous êtes plutôt aux alentours de 20 € du mégawattheure. Et le soir, ça peut, s'il fait froid, par exemple, en mi-saison, ça peut monter jusqu'à 120, 150. Donc en gros, l'ordre de grandeur, si vous avez plus de 70 € du mégawattheure en spread infrajournalier entre la période basse et la période haute, il faut que ça commence à allumer une lumière dans le cerveau des gens et dire « Ah, il y a un modèle économique qui est en train d'émerger ». Et là, le pari qu'on fait dans le projet, ce n'est pas un modèle économique d'un seul acteur centralisé qui investit pour tout le monde, mais c'est bien un modèle économique où chaque acteur de la boucle fait le choix d'être investisseur ou non dans sa propre infrastructure de stockage de véhicules électriques ou de solaire dans sa maison, et ensuite qui connecte avec la boucle et avec laquelle il échange le surplus en fonction de l'énergie disponible dans le réseau électrique. Et c'est là où c'est un modèle un peu vraiment innovant, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des grandes entreprises qui sont prêtes à prendre ce risque, parce qu'elles ont bien compris qu'effectivement, il y avait un intérêt et un modèle économique. Mais dans ces cas-là, c'est elles seules qui bénéficient de ces deltas de tarification. Et bien sûr, elles assurent le financement, elles prennent un risque calculé, et derrière, c'est elles qui encaissent. Alors que là, dans ce modèle, c'est un risque partagé, mais on voit qu'il est viable, mais surtout une redistribution des bénéfices à l'ensemble des investisseurs, voire de la population. Et pour finir, c'est particulièrement viable pour les prochains acquéreurs de véhicules électriques bidirectionnels, parce que là, l'installation de solaire d'un véhicule électrique bidirectionnel et une boucle locale, c'est banco, on a des retours sur investissement on va dire de 5-6 ans assez facilement, sans compter des sources de revenus supplémentaires, d'effacement, etc. Donc ça, c'est très important comme message, parce que pour nous, ça veut dire que on va aller très rapidement vers une densification de ce type d'initiative
Parce que comme l'a dit Jean-Marc, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, dans les collectivités, avec la loi d'accélération du renouvelable, on va avoir beaucoup trop de solaire très rapidement disponible au niveau de la maille locale, parce qu'on va avoir des ombrières photovoltaïques sur des parkings, les toits de supermarchés vont être équipés, etc. Donc l'enjeu ne va plus être dans l'installation du solaire, mais va être dans la valorisation du surplus à l'échelle de cette maille locale. Et c'est là qu'on pense qu'on a touché un modèle économique qui est le modèle pertinent pour les systèmes énergétiques de demain. Ah, bravo. Moi, c'est enthousiasmant, sachant qu'effectivement, on parle que 2035, 50% de la production d'énergie en France serait d'origine boucle locale d'énergie. Bon, il y a toujours Après, des hypothèses derrière à voir, mais effectivement, effectivement, la loi, c'est une on parle beaucoup de nucléaire en France, et il faut du nucléaire, de mon point de vue, en complément du renouvelable. Mais le renouvelable se déploie beaucoup plus vite, et la loi d'accélération renouvelable est une vraie loi d'accélération, donc ça va vraiment booster dans les 5 ans qui viennent. Et puis c'est une loi française, mais c'est aussi une directive européenne. Et ça va dans la direction du cadre réglementaire européen, puisque tous les mécanismes qu'on a inventés dans ce système ne sont pas des inventions de quoi la forêt, mais anticipent l'évolution du cadre réglementaire européen sur les marchés de flexibilité. Et c'est pour ça que des acteurs comme Enedis sont des acteurs qui nous disent c'est des projets qui nous intéressent, il faut qu'on réfléchisse avec vous sur un pilotage fin, intelligent de la boucle, en lien avec les congestions qu'il y a dans notre système électrique. Merci Laurent. Merci. On va passer la parole à Jérémy qui, lui, va vous parler par rapport à ce qu'on vient d'entendre, c'est comment on va se rapprocher du bâtiment. Parce qu'effectivement, c'est le premier maillon. Et si on ne maîtrise pas le bâtiment lui-même, effectivement, c'est difficile. Mais tout à l'heure, Laurent a parlé de pilotage fin. Hein, on a vu qu'il y avait des radiateurs électriques. Donc on va jusqu'au radiateur électrique du particulier, l'un avec l'autre. On a vu aussi qu'il y avait des thermostats connectés qui vont directement interagir sur ces radiateurs. Donc on est vraiment dans de la finesse. Et là, tu vas nous parler de cette échelle au niveau du tertiaire aussi, et puis montrer qu'à partir du moment où on déploie ce jumeau numérique, bien entendu, on va être capable de piloter l'énergie, mais au-delà, c'est la qualité de vie au travail, les espaces, plein d'autres sujets. Merci. Donc bonjour, effectivement, Jérémy Bellec, moi je suis président de Spinalcom, et Spinalcom, on est un acteur qui joue à l'échelle, non pas du quartier, non pas de la boucle de production de l'énergie, etc., mais à l'intérieur des bâtiments. Alors on travaille aujourd'hui plus dans le monde du bâtiment tertiaire, donc je vais plutôt parler de ce type de bâtiment-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on a commencé par un architecte qui nous a parlé d'architecture, d'urbanisme, et on va en parler aussi, puisque là, on va parler d'architecture de système d'information, d'urbanisme. Et puis ensuite, on est arrivé sur la maîtrise de la production, de la distribution de l'énergie, du stockage, donc on va dire extérieur au bâtiment pour l'instant, et vraiment comment on peut améliorer, comment on peut diminuer ses coûts et puis diminuer aussi son bilan carbone en améliorant la production et la distribution. Mais on peut aussi réfléchir au complément, et le complément, c'est si je veux diminuer des coûts, je pourrais aussi diminuer ma consommation concrètement et optimiser ma consommation. Et là, on va trouver tout le rapport avec le bâtiment, avec le BIM, avec un autre jumeau numérique qui est celui du bâtiment. Là, on a parlé du jumeau numérique finalement du système de production, de distribution à l'échelle du quartier. Donc on est en haut, on est à l'extérieur du bâtiment, et on va modéliser tout ça pour faire en sorte de fournir la bonne énergie au bon prix décarboné et au bon moment aux différents bâtiments. Mais ici, nous, ce qui va nous intéresser, c'est maintenant je rentre dans le bâtiment. C'est bon, j'ai mon tuyau qui me ramène l'énergie dans le bâtiment. J'ai un certain nombre de kilowattheures ou de mégawattheures disponibles. Mais est-ce que je les consomme tous, ou est-ce que j'essaie de diminuer ma consommation ? Est-ce que d'un seul coup, il y a un pic de charge et il faut que je diminue ? On me demande de faire de l'effacement énergétique. Mais concrètement, faire de l'effacement énergétique, comment je fais ? Est-ce que je diminue de ma température dans mon bâtiment avec mes 2000 salariés à 18 degrés pour tout le monde ? Est-ce que c'est très productif de faire ça ? Est-ce que je n'ai pas un risque globalement que les gens partent, arrêtent de travailler, se sentent pas bien, soient moins productifs, et qu'au final, pour le coup, mon gain il soit complètement perdu ? Ou est-ce que je peux commencer à réfléchir aussi à l'intérieur du bâtiment, à faire ce qu'on appelle le jumeau numérique du bâtiment, de ses usages, de sa consommation, et à comprendre comment il consomme et à réduire sa consommation.
Alors la première question, c'est est-ce que ça, c'est possible? Les bâtiments, avant le Covid, étaient occupés à peu près à 50% et chauffés à 100%. Les bâtiments, après le Covid, sont occupés à 30%, parce qu'on est passé au télétravail, et toujours chauffés à 100%. Est-ce qu'il y a moyen de réduire les gâchis, de réduire sa consommation? Est-ce que finalement, pour réduire la consommation, évidemment, on va toucher à l'architecture, on va toucher à l'isolation, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de toucher aux usages? D'essayer de réfléchir aux usages, d'essayer de modéliser ces usages. Et là, d'un seul coup, on voit que c'est tout à fait possible, parce que globalement, réduire de 10, 20, 30% sa consommation simplement en essayant d'adapter les usages et en se disant tiens, des pièces inoccupées, est-ce que je les chauffe, est-ce que je les chauffe pas, est-ce que je les mets pas en veille? Tiens, évidemment, j'ai ma régulation horaire, mais j'ai une régulation horaire qui me met ça à 17 degrés la nuit et qui me met ça à 21 degrés le jour pour tout le bâtiment. Est-ce que c'est pertinent, sachant que le bâtiment il n'est pas complètement utilisé le jour? Et est-ce que je ne serais pas capable d'aller piloter beaucoup plus finement dans l'espace et dans le temps, et donc de pouvoir réduire les gâchis, ces énormes gâchis? Et là, on parle pas de 5% potentiellement. On pourrait réduire potentiellement de 30 à 40% la consommation en adaptant mieux simplement à l'usage. Mais pour ça, il faut être en capacité de rentrer dans le bâtiment. Et donc là, on arrive dans un deuxième jumeau numérique, qui est celui, et là vous le voyez sur le schéma qui est ici, on a l'échelle haute, c'est l'échelle du quartier, dans lequel on a tout ce jumeau numérique de quartier, et puis ensuite on a les échelles basses, qui fait que dans chaque bâtiment, et dans le bâtiment, ce n'est pas le bâtiment qui consomme, c'est les équipements du bâtiment qui consomment. Et les équipements, ils consomment dans des pièces. Et donc ce qu'il va falloir, c'est essayer de maîtriser quelle est la consommation des équipements, de chacun des équipements, dans chacune des pièces. Alors là, quel est le rapport avec le BIM? On est à BIM World aujourd'hui. C'est vrai que ce serait intéressant de se dire, bah tiens, quel est le lien entre le BIM et la consommation énergétique? Si je veux maîtriser ma consommation, il faut que je maîtrise mes usages. Et qu'est-ce que j'utilise? J'utilise des espaces, et dans ces espaces, il y a des équipements. Et qu'est-ce qui consomme? Ce sont les équipements qui sont dans l'espace pour le bien-être, pour les besoins des personnes qui sont dans ces espaces. Ce qui consomme, ça va être la lumière, ça va être les ventiloconvecteurs pour le chauffage, pour la climatisation, ça va être les PC et l'informatique, ça va être tous les équipements qui sont dans le bâtiment. Si je veux maîtriser ma consommation, il faut que je connaisse la consommation des équipements et des espaces. Et comment vous voulez faire ça? Si vous ne connaissez pas vos espaces et que vous ne connaissez pas vos équipements. Alors ça peut paraître bête, mais discuter avec des acteurs de l'immobilier, discuter avec des directeurs d'environnement de travail, directeurs immobiliers, faire un inventaire des espaces et faire un inventaire des équipements, c'est déjà un calvaire. Ils n'ont pas les données. Ils n'ont pas les données. Ils ne connaissent pas leurs espaces et leurs équipements. Pourquoi? Parce que quand on travaille à l'échelle d'un asset manager, d'un property manager, d'une direction immobilière, on connaît son bâtiment, on connaît ses factures, on connaît ses charges, mais je ne vais pas m'embêter à l'échelle de description de chacun des espaces. J'ai un bâtiment de 10 000 m², il y a potentiellement 1000 pièces dedans, je ne les connais pas. Puis ça ne me regarde pas, en fait, je m'en fiche. Sauf que la consommation, si je veux pouvoir la réduire, globalement, si j'ai un espace inoccupé pendant 2 heures, il faut que je sois capable de piloter en 2 minutes cet espace-là. Si je prends la décision demain ou si je pilote à l'échelle du bâtiment, ça ne sert à rien. Voilà. Si j'ai une demande d'effacement énergétique et que j'aimerais bien arriver, je dois réduire ma consommation pendant les 2 prochaines heures parce qu'il y a un pic de charge et on me demande de réduire ma consommation. Voilà. Est-ce que je réduis et je mets ma température à 18 degrés pendant 2 heures? Gros problème de productivité pour tous les employés qui sont à l'intérieur du bâtiment, qui globalement ne se sentent pas à l'aise et donc ne pourront pas travailler pendant ces 2 heures. Ou est-ce que je pourrais avoir une réflexion un peu intelligente? Je dis, mais au fait, quels sont les espaces occupés? Quels sont ceux qui ne sont pas occupés? Et sur ces espaces inoccupés, est-ce que je ne peux pas les piloter tout de suite pour réduire la consommation et la température même, ou arrêter complètement, les mettre en veille complètement, quitte à les faire mettre à 16 degrés ou à moins, et conserver les espaces occupés à 22 degrés, ce qui fait que les gens qui travaillent sont encore en capacité de travailler. Entre guillemets, je fais de l'effacement, ça c'est mon objectif, mais j'ai une contrainte, c'est sans réduire la qualité de vie au travail des employés qui sont dans le bâtiment.
Et là, on voit bien que si je ne suis pas capable d'aller à l'échelle de l'espace et aller piloter dans un temps qui est au moins en 10 minutes, quoi, parce que si je pilote demain, c'est trop tard, je ne suis pas capable de faire ça. Et donc là, on est en train de dire qu'il faut qu'on arrive à modéliser le bâtiment à l'échelle des espaces et des équipements et à le piloter à l'échelle de la minute. Et c'est important ce que dit Jérémy, parce qu'aujourd'hui, vous avez même des sociétés qui sont dans l'effacement électrique, ou enfin l'effacement énergétique ou la flexibilité, et qui viennent directement se plugger sur le système GTB du bâtiment. Mais si c'est juste un pilotage directif, ça veut dire que c'est aux dépens des usages. Voilà, aux dépens des usages. Et alors de la qu'aujourd'hui, justement, mais ce genre de société, ça pousse comme des champignons. Mais on connaît la conséquence. C'est qu'à la fin, les usagers vont dire, mais c'est quoi ce bordel? Excusez-moi le terme. Et on peut faire une analyse économique tout de suite. Hein. C'est quoi ce bordel quand les usagers le disent? Au fait, je suis propriétaire d'un bâtiment, je suis locataire d'un bâtiment, je suis une direction immobilière. Pourquoi est-ce que je loue ce bâtiment? Pour offrir un cadre de travail à mes employés pour qu'ils puissent être productifs dans leur cadre de l'ambition et de l'objectif de l'entreprise. S'ils ne sont pas productifs ou si le bâtiment ne leur offre pas cette productivité, globalement, j'ai perdu. Mon bâtiment ne me sert à rien. Il y a des chiffres qui sont sortis. Si j'arrive à optimiser la productivité de mes employés, voilà, je peux gagner 300 euros de 10%. Je peux gagner 300 euros par mètre carré par an. Si j'arrive à optimiser mes espaces, je peux gagner 30 euros par mètre carré par an. Si j'arrive à optimiser ma consommation énergétique, je peux gagner 3 euros par mètre carré par an. En gros, l'énergie n'est pas encore assez chère. Et ça veut dire qu'effectivement, il faut prendre en compte ces trois facteurs. Il faut prendre en compte ces trois facteurs parce que, effectivement, l'équation économique est importante. Et si je réduis ma consommation, donc j'arrive à gagner 3 euros par mètre carré par an en consommation énergétique au détriment de la productivité de mes employés, c'est-à-dire au détriment de mes 300 euros par mètre carré par an, et que je baisse ma productivité de 10%, là j'ai perdu 300 euros par mètre carré par an. Donc j'ai gagné 3 pour perdre 300. J'ai perdu 297 euros par mètre carré par an. Ça, c'est l'équation économique des gens qui regardent à l'énergie, et donc on ne fait pas n'importe quoi. Donc comment réduire l'énergie? Ce n'est pas simplement en réduisant ma consommation. C'est en réduisant ma consommation tout en étant capable d'assurer la productivité, d'assurer les usages. Voilà. Et ça, c'est essentiel, c'est fondamental, parce qu'en fait, aujourd'hui, on reste encore dans des modèles très en silo. Et c'est parce qu'on a ces modèles en silo qu'effectivement, il y a des sociétés qui vont effectivement émerger, mais en fait, c'est une fois de plus aux dépens des usagers. Et ça, c'est pas acceptable, c'est plus acceptable. Je donne la parole 2 minutes à Laurent, oui, c'est ça, excusez-moi, parce qu'en fait, il y a la notion de explicite et implicite. Et notez bien ces 2 mots, et je souhaiterais que tu les expliques en 2 mots. Donc c'est lié au mécanisme de fonctionnement de l'effacement, où on a finalement 2 mécanismes de fonctionnement. Il y a un mécanisme où un agrégateur de flexibilité prend le contrôle, si je puis dire, sur un des équipements dans un bâtiment, et effectivement on peut avoir le problème qui est décrit là, où c'est vécu comme une sorte d'obligation. Contrainte. Et donc ça désoptimise l'usage du bâtiment en tant que tel. Et nous, on évolue dans notre modèle plus vers des effacements implicites. Donc un effacement implicite est basé sur une consigne de prix. Donc la boucle d'énergie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va calculer en temps réel une consigne de prix. Elle va envoyer une consigne de prix au bâtiment, et le bâtiment aura sa propre gestion énergétique. Et le bâtiment va prendre sa décision en fonction de la consigne de prix. Donc si pendant 1 heure, le prix est 10 fois plus cher, parce que ça arrive dans le monde de l'énergie, il y a des heures où le prix est extrêmement cher, finalement ce sera laissé à la main du property manager, de l'usager, de définir si ça vaut la peine ou non de faire un effort. Et donc on parle d'implicite parce que c'est une influence indirecte au travers du prix, par opposition à explicite où on force le contrôle d'un usage en particulier. Et on parle même de IA implicite et IA explicite. Tout à fait. Et là, ça me permet de rebondir justement, si vous regardez ce petit schéma. Finalement, on est en train de parler de données, tout ça, ça se fait du pilotage. Le pilotage de tout ça se fait part de la bonne gestion des données. Et en fait, cette gestion des données, elle n'est pas qu'à un seul endroit. On a de la bonne gestion des données à l'échelle du quartier. Et à l'échelle du quartier, on va dire,
à chaque bâtiment, j'ai besoin que tu effaces. Mais je ne dis pas comment tu effaces. À la limite, le bâtiment, lui, il a la connaissance interne parce qu'il a son propre jumeau numérique. Et donc là, on arrive sur la deuxième échelle du milieu, et c'est là, le bâtiment, il faut qu'il se connaisse, entre guillemets, ou le logiciel du bâtiment, il faut qu'il se connaisse. Et c'est là où le BIM a toute son importance, parce que le BIM fournit au bâtiment la description de ses espaces, de ses équipements, de sa connaissance. Et ensuite, on va l'associer, donc on va faire le jumeau numérique du bâtiment. Et ce jumeau numérique, il va être en capacité à se connaître, à connaître le bâtiment et à piloter ses équipements. Et donc là, je dis au bâtiment, efface-toi, mais le bâtiment ou le logiciel de gestion, le jumeau numérique du bâtiment, lui, est capable de comprendre ses usages et donc d'aller dire, pour que je fasse une adaptation intelligente, il faudrait que je baisse la température de cette pièce-là, mais pas de cette pièce-là, parce que j'ai croisé la donnée de connaissance de la pièce qui vient du BIM, avec la donnée des capteurs d'occupation qui viennent des solutions IoT de capteurs d'occupation qui me disent si les pièces sont occupées ou non, et avec le pilotage des données de la GTB qui permettent de piloter concrètement et d'éteindre des lumières, d'éteindre le chauffage, etc. dans les pièces non occupées et de le maintenir dans les pièces occupées. Et donc là, on arrive sur une bonne gestion de la donnée à chaque échelle, et à chaque échelle, on a de l'intelligence, on a un jumeau numérique, et on a un bon outil qui nous permet de faire tout ça. Et ce n'est pas de la science-fiction, hein. Ça existe déjà, c'est tout à fait possible. Merci Jérémy. On voit que c'est complexe et ça ne peut marcher, enfin qu'il y a plusieurs modèles. Mais je rappelle ce modèle implicite et explicite parce que c'est fondamental. Et pour conclure, si vous voulez, on voit bien que pour cet arbitrage, parce qu'on a parlé de contrats automatisés, ce qu'on appelle maintenant des smart contracts. Vous allez entendre de plus en plus smart contracts, c'est-à-dire des contrats automatisés qui permettent tout de suite de déclencher un bonus ou une rémunération sur un usage ou sur une décision, par exemple, tarifaire. Enfin, on décide d'un usage et ça va déclencher justement une bonification, une rémunération, parce que j'ai baissé ma consommation, j'ai permis à Enedis, enfin à EDF, de réduire la pression sur le réseau et du coup, je suis rémunéré. Et c'est un smart contract. Et maintenant, ce que je voulais, c'est mais en 2 mots, parce qu'effectivement, il faut qu'on rende la parole, mais vous allez comprendre l'importance de cet arbitrage et l'importance de la gouvernance des données en redonnant la parole à Jean-Marc qui va vous parler de la problématique des clés de répartition et de l'enjeu démocratique et social. Parce qu'en fait, à la fin, on a un système, on voit que tout, on peut le piloter, très fin, jusqu'au radiateur électrique. Et il y a des citoyens qui, même, n'auront pas investi dans la boucle locale, mais qui sont dans la boucle locale. Et donc, la décision du maire, mais pas que du maire, du gestionnaire de la boucle locale, c'est de dire, est-ce que je prends en considération cette personne-là qui n'a pas du tout financé, qui n'a pas investi, ou alors, au contraire, je l'embarque. Et si vous voulez, c'est une décision sociale. C'est même dans le cas de l'effacement. Est-ce que, effectivement, pour l'effacement, cette personne n'a pas investi, tant pis, on lui réduit arbitrairement son chauffage. Ou au contraire, on va prendre une décision sociale en disant, non mais cette personne-là, elle est dans le besoin, on va devoir effectivement l'intégrer. Et c'est là la grande différence. Et c'est là la grande différence. Et ce que je veux souligner là, c'est que c'est la différence entre une boucle locale d'énergie pilotée par un acteur qui ne se soucie pas de toutes les problématiques du quartier, de tous les usagers, et une boucle locale qui est co-gouvernée par des usagers et avec une gouvernance locale et qui prend en considération les desiderata, les particularités de chacun. Oui, on m'entend, très bien. Oui, effectivement, les boucles d'énergie en autoconsommation collective, en fait, la délicatesse, c'est pas tellement la technique, parce que les techniques, elles sont là. Enfin, il y a des spécialistes ici autour de la table, mais parmi vous, qui savent apporter des solutions techniques. La délicatesse, c'est d'assembler chacun des membres de la boucle, et plus sur un territoire donné, on va assembler d'intervenants différents, plus la boucle d'énergie sera performante et apportera des satisfactions. Mais bien sûr, la question, c'est comment est-ce qu'on partage la donnée, comment on partage la valeur, comment on protège les données. Et on a le cas, effectivement, de grands propriétaires qui ne veulent surtout pas partager les données. Et ça ne peut pas marcher si on veut faire quelque chose de très optimisé. Donc la question, elle est essentielle au niveau de la gouvernance. Nous, ce que nous proposons à partir de l'expertise de Serenissen
dans l'organisation de ces boucles, c'est de travailler à partir de SAS de type commercial, mais à collège, de manière à ce qu'il y ait à la fois un fonctionnement, je dirais, capitalistique, des gens investissent de l'argent et attendent un retour, mais aussi une gouvernance qui soit collégiale, où l'ensemble des partenaires consommateurs, producteurs du territoire peuvent faire valoir leur intérêt. Et là, ce qui vous a été présenté en fin de cours sur la connaissance intime du bâti, c'est par cet assemblage de toutes ces connaissances intimes que l'on va pouvoir redistribuer et l'énergie au bon moment à chacun et la valeur créée par l'installation industrielle de ces boucles d'autoconsommation. La délicatesse, c'est la gouvernance. Merci. J'espère que ça vous a intéressé. Et donc, pour conclure, effectivement, vous avez compris, la gouvernance des données est essentielle. Et c'est pour ça que la DG Forest est à l'origine d'une charte qui s'appelle Data for You. Cette charte, c'est une charte de confiance sur l'usage des données, sur la gouvernance des données. C'est s'assurer que tout acteur qui va traiter vos données soit en mesure de les traiter de manière éthique et conformément à des modèles économiques qui donnent une contrepartie financière ou d'usage. C'est essentiel. Tous, vous devez être concernés. Citoyens, collectivités, entreprises. Maîtrisez vos données, c'est maîtriser votre destinée. Rendez-vous sur le stand E96, ou 98 plutôt, à la DG Forest. Et dans l'attente, je vous passe cette charte. Ce que je souhaite, c'est qu'on se retrouve l'année prochaine et que tous les acteurs ici présents qui traitent les données, vos données, se revendiquent de cette charte Data for You, qui est une charte de confiance. Une charte pour Data for You, vous, mais aussi You comme usage. Merci.